Bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie initiatique au cours de laquelle je vais vous présenter l'élément eau en astrologie. Donc je vais vous parler de cet élément avec ses qualités, ses propriétés, ses spécificités. Et donc je vais vous parler des 3 signes d'eau et de la façon aussi de travailler avec eux. Alors commençons. Donc, il existe 12 signes du zodiaque, et parmi ces 12 signes du zodiaque, il y en a 3 qui sont des signes d'eau. Le premier dans l'ordre des signes astrologiques, c'est donc le Cancer, qui arrive pendant l'été, sur la période du 22 juin au 22 juillet. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont nées entre le 22 juin et le 22 juillet sont du signe du Cancer. À l'automne survient le Scorpion, 24 octobre, 22 novembre, et le Poisson, le troisième et dernier signe d'eau, survient pendant l'hiver de la période du 19 février au 20 mars. Il fait en fait la transition entre la période de l'hiver et la période du printemps. Classiquement, ces 3 signes sont représentés avec les symboles astrologiques qui sont donc dessinés sur la droite. Le Cancer est ici, le Scorpion est ici, et voilà le Poisson. Donc ça, c'est vraiment leur symbole astrologique. Mais de temps en temps aussi, on peut les voir représentés à travers un animal. Donc vous avez le crabe pour le Cancer, l'animal du Scorpion, avec son dard et ses pinces, et donc 2 poissons pour le signe du Poisson. Le premier point marquant des signes d'eau est qu'ils sont en lien direct avec le plan émotionnel. C'est-à-dire que l'eau, l'élément eau et donc les signes d'eau sont avant tout en rapport avec le monde des émotions, des affects, du désir, donc des désirs, et de l'imagination. Donc ça, c'est un point important car ça explique beaucoup de réactions et de comportements de la part de ces signes d'eau. C'est que pour eux, c'est ce plan émotionnel est le plan le plus réel. Je disais, pour ceux qui ont peut-être écouté mon podcast consacré aux signes de feu, que pour les signes de feu, c'est le plan mental, le plan des idées qui est le plus réel et le plus présent dans leur psychologie. Pour les signes de terre, c'est le plan physique, donc tout ce qui a trait à l'aspect plus matériel, concret, qui est donc le plus réel et le plus investi pour eux. Alors attention, ça ne veut pas dire que les autres plans sont ignorés, simplement leur affinité première et donc leur façon d'être est avant tout influencée par le plan avec lequel ils ont donc le plus d'affinité. Donc vous l'aurez compris, les signes d'eau, les 3 signes d'eau que l'on vient de voir, sont des signes pour qui tout le monde des émotions, des affects, des désirs et de l'imagination va être particulièrement puissant. Donc, quelques notions sur ce qu'est un affect, ce qu'est un désir. Par exemple, le désir, c'est grosso modo ce que l'on veut. Je veux ceci, je veux cela. J'ai une attirance, donc j'éprouve un désir, un attrait pour telle personne, tel objet, tel objectif, telle situation. Et au contraire, j'éprouve du rejet. Je ne veux pas de telle ou telle chose, et donc effectivement ça devient particulièrement fort, particulièrement prégnant chez les signes d'eau. Vous avez aussi tout ce qui a trait donc au plan des émotions, au monde des émotions. Donc classiquement, les émotions sont classées en 6 grandes catégories. La joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Et à l'intérieur de chacune de ces catégories, on va trouver des nuances, on va trouver des émotions, alors pas secondaires, mais qui rentrent dans ces 6 grands types d'émotions. Par exemple, la colère, ça va de l'irascibilité, du fait d'éprouver de l'agacement, d'être facilement irrité, au maximum de l'expression de la colère, la rage. Voilà, c'est un comportement rare, mais c'est un comportement, une émotion qui survient tout de même, à savoir, voilà, pouvoir éprouver de la rage. Pour ce qui est de la tristesse, ça peut aller
de la peine, du chagrin, le fait aussi de ressentir un certain ennui, de se sentir un peu mélancolique, jusqu'au, alors là c'est vraiment le maximum hein, du niveau de la tristesse, et d'autres émotions sont aussi responsables du fait d'en arriver là, donc la dépression, hein, l'état de déprime, alors il y a la déprime passagère, hein, le coup de blues, et puis il y a carrément la dépression, et ça c'est en lien notamment mais pas que avec la tristesse quand elle a été très longtemps vécue, souvent aussi refoulée, et avec aussi l'impression de pas pouvoir s'en sortir, de se sortir de situations qui provoquaient donc de la tristesse. Et après, bon, bah, vous avez voilà la surprise, le dégoût, la joie, et vous avez la peur. Et donc là aussi, cette catégorie-là, ce type d'émotion, c'est un vrai tiroir. Hein, si on l'ouvre, on va trouver un grand nombre de peurs possibles et imaginables. Alors, je parle de peur psychologique beaucoup plus que de peur physique. Hein. Il ne s'agit pas, je sais pas, de la peur du vide ou de la peur des araignées. Ça va être la peur, par exemple, de ne pas être aimé, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer financièrement, matériellement, ou de manquer aussi affectivement. Donc c'est toutes les peurs en fait qui vont venir influencer les décisions, biaiser des choix, des comportements. Et donc voilà, quand on est d'un signe d'eau, on va travailler plus spécifiquement avec ces émotions-là, comme avec les affects et les désirs. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres signes n'ont aucun rapport avec les émotions, les désirs, l'imaginaire. C'est simplement que pour eux, c'est pas leur plan privilégié ou avec lequel ils sont le plus spontanément, directement en contact, et c'est pas le plan qu'ils sont venus le principalement travailler. Alors un émotionnel, hein, ça peut être calme comme le paysage, la vidéo de la mer, comme je vous ai mis sur la gauche de l'écran, comme ça peut être agité avec la tempête sur la droite. Alors c'est rarement tout beau, enfin c'est pas la plage paradisiaque avec la mer, voilà, les cocotiers, et puis voilà, c'est rarement ça l'émotionnel. Hein. Il y a toujours quelque chose, un élément perturbateur, même quand tout a l'air d'aller bien et qu'on est calme, ben, il suffit qu'on pense à un événement ou que on se projette sur l'avenir ou que l'on se souvient de quelque chose qui s'est passé pour que voilà, il peut y avoir une émotion un peu perturbatrice qui survienne. Bon après c'est pas non plus tout le temps la tempête, mais ça peut quand même être, enfin ça peut très vite devenir la tempête, et encore une fois les signes d'eau sont particulièrement sujets à vivre on va dire des hauts et des bas sur les plans émotionnels, parce qu'ils peuvent aussi connaître des grands moments de joie, des émotions très positives, mais ils peuvent aussi être très perturbés par des émotions pour lesquelles il leur est très difficile d'avoir au départ, avant que ce soit travaillé, un certain niveau de maîtrise en fait. Hein, c'est quelque chose qui peut vite les dépasser. Et en même temps, parce qu'ils sont en connexion naturelle, spontanée avec le plan émotionnel, c'est un plan, et ce sont donc des émotions qu'ils ont tout intérêt à conscientiser. Ça n'est pas facile pour eux parce que ça peut être tellement fort que leur première réaction pourrait être de bloquer. Hein, j'ai une émotion forte, violente, je sais pas quoi en faire, j'essaye de mettre le couvercle dessus et je la mets de côté et je fais en sorte qu'en fait non, voilà, ça va bien. Mais en fait, ils ont vraiment à travailler avec ce plan-là. Hein, les signes d'eau et l'élément eau sont des signes d'épuration, des signes de nettoyage. C'est la grande qualité de l'eau. Hein, l'eau nettoie. Hein, symboliquement et même physiquement, hein, on se nettoie avec l'eau, hein, que ce soit en prenant une douche, un bain, enfin voilà, c'est vraiment l'élément qui permet de nettoyer. Et donc, lorsqu'on est d'un signe d'eau, bien souvent, on peut avoir au cours de sa vie un travail de nettoyage émotionnel à réaliser. Et pour cela, il est important donc d'être conscient des émotions présentes. Donc évidemment, c'est pas toujours évident, encore une fois, de gérer ses émotions et la tendance peut être au refoulement, mais il se
peut qu'à un moment donné, ce soit comme un peu une marmite hein, qui finisse par imploser, mais vraiment par faire sentir que la pression est trop forte, et donc ça peut ressortir aussi de façon chaotique. En tout cas, voilà, pouvoir dire, bah oui, là je me sens triste, ou pouvoir dire là je me sens irritée, agacée. Voilà, ça c'est vraiment important pour tous les signes, et particulièrement pour les signes d'eau. Et donc, après les émotions, le plan émotionnel met également en contact avec ce qu'on appelle l'imagination. Et l'imagination, ben, c'est la capacité qui fait également appel au mental, hein, c'est un mélange de mental et d'émotionnel, et qui va faire que l'on peut produire, simuler voilà, des objets, des sensations, des idées, et qu'on peut donc, voilà, c'est à la base de la création, de l'invention d'histoires, mais aussi d'inventions. Voilà, sans un minimum d'imagination, il n'y aurait pas de nouveauté, il n'y aurait pas d'innovation, il n'y aurait pas de création artistique. Donc l'imagination est un outil formidable du corps émotionnel, et donc lié au corps mental. Ceci dit, ça peut être aussi un danger lorsque c'est capté par des émotions négatives, et qui fait qu'on peut tomber par exemple dans la dramatisation de ce qui pourrait se produire, que l'on invente des histoires avec tous les comportements dérivés de la psychologie, que la psychologie connaît bien, comme la paranoïa, de façon là extrême, où en fait on s'invente une histoire, on s'invente le fait d'être éventuellement suivi, espionné, voilà, enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'invention, et qui fait qu'à un moment donné, cette imagination, en fait, elle devient incontrôlable. Mais encore une fois, l'imagination est à la base une grande qualité, comme les émotions. C'est important de reconnaître et de, comme je disais tout à l'heure, de conscientiser ces émotions. C'est simplement ne pas en être esclave quelque part, ne pas en être le joug, c'est-à-dire pouvoir considérer l'émotion à sa juste place, la vivre pleinement, aussi bien quand elle est positive que négative, parce que même une émotion négative, elle a un message derrière, elle transmet une information, et donc pouvoir savoir de quoi elle nous parle, c'est important. Mais si on vit pour ça, si on vit de ça, alors on perd de sa liberté d'être. Un grand personnage pour qui l'imagination était considérée comme essentielle, c'était Albert Einstein, qui se trouve être poisson. Donc j'en profite pour vous montrer une carte du ciel, donc celle d'Albert Einstein. Alors j'ai fait une autre vidéo de base, un petit peu de présentation sur l'astrologie avec la lecture des cartes du ciel. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Elle est présente là sur cette page. Et donc voilà, on voit qu'il est poisson parce que donc ici vous avez le soleil. Et donc son soleil est dans le signe des poissons. Je ne sais pas si vous vous rappelez la toute première diapo que je vous ai montré, où il y avait les 3 signes astrologiques. Donc voilà, en fait les signes d'eau sont toujours représentés en bleu, donc ils sont faciles pour le coup à identifier. Donc il se trouve en plus que Albert Einstein était poisson ascendant, ça c'est l'ascendant, AC, ascendant, cancer. Donc il était très marqué par l'élément eau, ce qui faisait en fait qu'il avait une grande imagination, une grande sensibilité en lien avec le plan émotionnel. Là, vous avez le Scorpion, il n'a aucune planète en Scorpion. Par contre, il a beaucoup de planètes, dans le sens où il en a 3. Ici, c'est Mercure, ici, c'est Saturne, et là, c'est Vénus. Dans le Bélier, ça c'est le Bélier. Donc le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, et là vous avez le Bélier. Donc les signes astrologiques se lisent dans ce sens-là. Au niveau de premier signe, c'est le Bélier, le deuxième c'est le Taureau, le troisième c'est le Gémeaux, le quatrième c'est le Cancer, etc. Et donc le Poisson, c'est le dernier, le 12e signe, et après on reprend la roue du zodiaque avec le Bélier. Et donc il avait effectivement Mercure, Saturne et Vénus en Bélier, et donc aussi très marqué par le signe, par l'élément feu.
Et donc voilà, c'était quelqu'un pour qui l'imagination était très présente, mais aussi avec, comme je disais tout à l'heure, le feu, ça relie au plan mental, et donc ça faisait de lui une personne qui avait la capacité, surtout avec Mercure en Bélier, de capter des idées, d'être vraiment en connexion avec ce qu'on va appeler le mental supérieur, et de pouvoir avoir des traits, des traits de génie. C'est reconnu comme étant un grand génie. C'est l'image même d'ailleurs du scientifique, Albert Einstein. Et donc il avait ce mélange qui s'est bien équilibré chez lui entre l'eau et l'imagination, la sensibilité, et le feu, le plan mental, les idées, et donc la capacité à innover en utilisant l'imagination. On dit des signes d'eau communément qu'ils sont relativement intuitifs. Donc là, il faudrait redéfinir ce qu'on entend par intuition, parce que c'est, à mon sens, pas tout à fait le bon mot. Les signes d'eau, l'élément eau, apportent une capacité, en lien avec donc les émotions, le plan émotionnel, à développer l'empathie, c'est-à-dire la capacité à percevoir les émotions des personnes qui entourent un signe d'eau. Et donc en fait, on confond, à mon avis, empathie et intuition, dans le sens où l'intuition, c'est plus la capacité à percevoir ce qui est en avant, ce qui pourrait être, et ça va être lié à un signe tel que le Sagittaire, par exemple, alors que l'empathie, c'est cette capacité à percevoir le véritable état émotionnel ou l'état d'être d'une personne, parce que il y a fusion, en fait. C'est un peu, en fait, les signes d'eau, ce sont des éponges. Ils captent les émotions qui sont présentes chez les personnes qui les entourent, y compris parfois dans des lieux. C'est pour ça qu'on les considère souvent comme des médiums. Vous prenez le Cancer ou le Poisson, si vous faites une recherche sur les personnes qui sont connues comme étant médiums, par exemple, vous avez Edgar Cayce, un ancien grand médium américain, vous allez trouver beaucoup d'éléments eau, de signes d'eau, souvent avec le soleil, ou ça peut être l'ascendant qui est dans un signe d'eau, parce qu'encore une fois, ils ont cette capacité à capter, non seulement d'ailleurs les émotions d'autres personnes, mais c'est une ouverture, une sensibilité par rapport au plan émotionnel, que l'on appelle aussi le plan astral. C'est un autre nom, c'est un peu la même chose. Plan astral et plan émotionnel, et donc ils ont cette capacité à se connecter au plan astral. C'est pas forcément quelque chose qu'ils désirent, c'est pas non plus quelque chose qu'ils contrôlent, mais c'est une réalité. Et lorsque vous avez un signe d'eau qui est en contact avec le plan astral, donc vous pouvez avoir une personne qui va rentrer en contact avec les personnes décédées, qui va percevoir des entités qui existent sur le plan astral. Certains même peuvent aller lire ce qu'on appelle les chroniques akashiques. Là, il y a d'autres conditions pour y arriver, parce que ce sont des domaines du plan astral un peu différents. Il faut imaginer que chaque plan, que ce soit le plan physique, le plan émotionnel astral ou le plan mental, ce sont des plans qui ont des niveaux, et chaque niveau, c'est comme des vibrations. Plus une personne a un taux de vibration élevé, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, plus elle va se mettre en contact avec le niveau qui correspond au niveau du plan pour lequel elle est en affinité. Mais si vous avez une personne, par exemple, qui a un émotionnel bas, soit parce qu'elle est perturbée émotionnellement, parce qu'elle a des émotions qui la plombent, soit parce qu'elle n'est pas d'une conscience très élevée et que elle vit sur un taux vibratoire émotionnel relativement bas, elle va rentrer en connexion avec ce même niveau du plan astral, et là donc elle peut rentrer en connexion avec des entités qui sont pas forcément très belles. C'est comme rentrer en connexion avec les émotions négatives des personnes qui sont autour de soi. Certaines personnes sont plus sensibles et peuvent devenir complètement éponges de ces aspects négatifs, avec un risque de se faire parasiter
ce qu'on appelle aussi des cas de possession, hein, par, voilà, par des énergies, des vibrations, encore une fois, des entités qui se trouvent sur le plan astral, le plan émotionnel bas. Et donc, de par leur grande affinité avec le plan émotionnel, il n'est pas rare que, alors encore une fois, certains signes d'eau, pas tous évidemment, sombrent soit à des passions obsessionnelles, à des peurs ingérables, irrationnelles, avec aussi de la superstition. Donc voilà, qu'ils aient effectivement une difficulté à gérer ce contact avec un plan qui est tellement puissant, hein. Le plan émotionnel est un plan qui a été tellement travaillé par l'humanité depuis longtemps qu'il a une force qui est assez phénoménale, sans parler du fait que constamment on est entouré de messages alarmistes, de messages négatifs qui viennent donc renforcer un état émotionnel délicat. Et puis après, c'est aussi toutes les relations humaines, hein, qui font que émotionnellement, on peut vivre des tensions régulièrement, de l'agitation. Et donc voilà, les signes d'eau sont particulièrement sujets à se sentir parfois nerveux, agités, anxieux, troublés. Parfois, ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un événement qui s'est produit à un moment donné. Peut-être qu'ils ont capté quelque chose, une émotion voilà, qui était dans l'air, ou parce que voilà, c'est une émotion qu'ils ont en eux puis qui refait surface, un peu comme une bulle qui remonte. Et donc voilà, ils sont assez facilement troublés par les émotions, et ça en fait aussi l'un des signes, en tout cas l'un des éléments, les 3 signes d'eau, le plus influençable du zodiaque. Et ça, c'est lié aussi à leur grande empathie. Comme je le disais, empathie et pas intuition. Ils sont en capacité de percevoir les émotions d'autrui. Alors, c'est vrai, pas uniquement des gens. Hein, ils peuvent aussi capter, voire fusionner avec l'émotion d'un animal, par exemple. S'ils voient, je sais pas, un animal qui est abandonné, ou s'ils voient un animal qui est maltraité, ou s'ils voient un animal qui a pas l'air heureux, qui est malade, quoi que ce soit, eh ben ça peut les perturber émotionnellement très fortement, et les pousser, soit les pousser à une action, soit faire, quand c'est trop difficile pour eux, les pousser à prendre une forme de fuite, hein, c'est-à-dire à se mettre en retrait, pour éviter de rajouter un émotionnel qui chez eux est déjà un peu sensible, hein, pour pas dire fragile. Ils préfèrent se mettre en retrait. Si vous prenez par exemple le cancer, c'est un signe qui a souvent envie d'aider, mais qui est tellement sensible à la détresse, à la souffrance des autres, que pour lui ça peut être très compliqué de s'exposer à des situations et à des personnes qui ne vont pas aller bien. Ils auront beaucoup de mal à faire la coupure entre l'émotionnel d'autrui, le leur, entre le travail et la maison. Enfin voilà, c'est des personnes qui finissent par tellement absorber les émotions négatives que ça les parasite et les plombe complètement. C'est un peu différent avec le poisson et le scorpion. Le poisson, on l'appelle souvent le signe des sauveurs, parce qu'en fait c'est un peu leur rôle, et c'est leur rôle spirituel. Ils sont là pour sauver. Mais avant d'arriver à sauver sur le plan spirituel, hein, en étant animés par des grandes qualités, ils vont être animés par l'émotionnel, qui fait que voilà, ils vont réagir à tel désir, à tel manque, à telle attente qu'une autre personne peut exprimer, et donc ils vont devenir influençables au point d'être manipulables, au point de se perdre parfois dans une relation, dans une situation, à vouloir tellement aider que, en fin de compte, c'est eux qui vont devoir être sauvés, parce qu'ils vont aller jusqu'à un certain sacrifice. Quant au scorpion, lui, c'est plus le militant. C'est-à-dire que quand il veut aider, il va mettre les pieds dans le plat. C'est celui qui prend les armes et il y va. Et donc, en général, les premiers temps, ce qu'il fait, c'est de créer beaucoup d'antagonisme. Hein. C'est un grand signe de dualité, le scorpion. Donc souvent, il veut aider, mais en fait, dans sa façon d'aider, il commence par dénoncer ce qui ne va pas, il appuie là où ça fait mal,
il montre entre guillemets la faute, en tout cas ce que lui estime être une faute. Et donc en fait, ça crée souvent chez l'autre, ça active le mécanisme de défense. Et donc, plutôt en fait que d'améliorer une situation, au départ, ils vont souvent empirer la situation. C'est bon, puis en plus ils ont un côté à vouloir changer les choses, ce qui fait que ils sont un peu trop souvent rentrent dedans. Hein. Mais bon, ça après, chacun a selon ses signes, dos ou pas dos, des leçons à tirer, des expériences vécues pour trouver la juste mesure quelque part, parce que ce soit le poisson, le scorpion, même le cancer, ils n'ont pas à ne pas aider s'ils ont envie de le faire, si c'est s'ils estiment que c'est leur rôle ou leur responsabilité. Simplement, ils ont à apprendre à le faire justement, et pour eux comme pour les autres. Et ça, voilà, c'est toute une leçon qu'ils apprennent au cours de leur vie, voire de plusieurs vies, plusieurs incarnations, parce qu'on n'apprend pas forcément à aider justement en une seule incarnation. Après, cette capacité à percevoir les émotions et donc à être en contact avec le plan émotionnel, en dehors d'une activité de médium, ça peut donner aussi des possibilités sur le plan de la guérison émotionnelle. Donc, en général, on a commencé par soi-même, c'est-à-dire que bien souvent, les porteurs des signes d'eau doivent déjà faire un nettoyage de leur propre corps émotionnel, surtout s'ils ont vécu des événements difficiles, qu'ils ont eu une enfance avec peut-être des manques affectifs, s'ils ont grandi dans un climat familial qui n'était pas toujours très très sain ou très positif, beaucoup de conflits, des événements qui les auront blessés émotionnellement. Donc ils ont eux à travailler sur leur propre émotionnel, leur propre schéma, leur propre forme pensée, croyances, etc. Et en fait, ils peuvent y arriver très bien, puisque donc comme ils sont en connexion avec le plan émotionnel et que voilà, l'eau est là pour nettoyer, épurer, ils sont tout à fait capables d'opérer un grand travail on va dire de libération grâce à l'eau, grâce à la qualité, les qualités portées par l'élément eau. Après, il y a différentes techniques pour en arriver là, différentes formes de thérapie ou de travail sur soi. Mais après, ça peut devenir eux-mêmes des personnes qui vont aider d'autres personnes, soit à prendre conscience de leurs émotions, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément toujours très conscient des émotions qui nous habitent, ne serait-ce que parce qu'on a en permanence des émotions changeantes, et puis parce qu'encore une fois, selon certaines situations, on a plutôt tendance à vouloir bloquer, contrôler l'émotionnel et à mettre sous le couvert ce qui est difficile à vivre. Et donc, un signe d'eau est tout à fait en capacité de ressentir, de percevoir la véritable émotion qui est présente chez quelqu'un. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui va vous dire moi tout va bien en ce moment, je suis heureux, enfin voilà, tout va bien. Et en fait, si vous avez un signe d'eau à côté, il est capable de dire non, mais là en fait il y a un truc qui va pas. Là, il dit que ça va, mais moi je sens bien qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est pas aussi positif, clair que la personne le dit. Et donc, sous certaines conditions évidemment, il faut que la personne en face soit d'accord, donc les signes d'eau peuvent aider à améliorer, à conscientiser des émotions et à améliorer aussi l'état émotionnel. Et on a vraiment besoin de personnes qui soient en capacité de guérir des blessures, enfin d'accompagner vers la guérison de blessures émotionnelles, de manques affectifs, d'histoires familiales compliquées aussi qui auront laissé des marques. Et donc les signes d'eau sont particulièrement en capacité de faire ce travail-là. Alors après, si vous le faites et que vous n'êtes pas d'un signe d'eau, peut-être que vous avez une planète autre que le soleil ou l'ascendant dans un signe d'eau et que voilà, vous présentez cette capacité-là. Vous pouvez avoir Jupiter, vous pouvez avoir Mercure, Vénus dans un signe d'eau et avoir cette capacité à accompagner des personnes vers un mieux-être. Après, vous avez aussi donc des personnes qui peuvent être comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, Albert Einstein, des médiums des idées. C'est-à-dire qu'en fait, à travers leur sensibilité émotionnelle,
mais aussi la sensibilité en fait d'un intellect développé, ils peuvent donc capter des idées qu'ils vont éventuellement traduire. Alors ça peut être par des théories, ça peut être par des inventions, ça peut être par des nouvelles méthodes. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire, mais donc ça peut aussi en faire des médiums des idées et pas uniquement des médiums du plan astral. Pour ça, il faut aussi qu'ils aient en général des signes de feu présents dans leur thème de naissance, comme je vous le montrais avec Albert Einstein, qui avait donc plusieurs planètes en bélier. Et puis, ce sont des personnes qui peuvent aussi présenter la capacité de stimuler l'imagination. Et comme on le voyait, hein, l'imagination est un élément nécessaire dans le fonctionnement humain, dans la complétude de l'être humain. On a besoin d'imagination, ne serait-ce que pour embellir la vie, hein, avec une créativité artistique, mais aussi pour eux, comme on dit, penser en dehors de la boîte, pour trouver des solutions innovantes à des problèmes, pour redéfinir un peu parfois aussi des façons de faire, de penser, sortir d'une certaine routine, sortir d'habitude. Et donc, effectivement, les signes d'eau sont particulièrement sujets à faire un travail avec l'imagination pour eux comme pour d'autres, et donc voilà, stimuler l'imagination. Vous prenez un enfant, bon chez lui l'imagination elle est bien souvent très naturelle, mais au fur et à mesure que nous grandissons et que nous développons pour le coup le mental, nous avons tendance à perdre notre contact avec cette imagination-là. Ceux qui le gardent le plus, encore une fois, ce sont les artistes, les écrivains, voilà, qui effectivement, eux, vont aller puiser une créativité alimentée par leur imagination. Donc voilà, ça ce sont des grandes qualités que peuvent travailler et apporter l'élément eau et donc les signes d'eau. Hein, si vous prenez par exemple les signes de terre, ils n'ont pas toujours énormément d'imagination, et donc lorsqu'ils sont en contact avec des signes d'eau, et que évidemment il faut que ça les intéresse de développer l'imagination, les signes d'eau peuvent les aider parfois à repenser une situation, à sortir un petit peu de presque de carcan, de rigidité auquel les signes de terre peuvent être rigides, pour penser de façon un petit peu différente, et donc faire preuve d'une créativité à travers aussi une façon d'imaginer des choses différemment que ce à quoi eux ils pensaient. Donc, quand on est d'un signe d'eau, comment travailler sur soi, ou comment arriver à peut-être un peu mieux gérer toute sa nature émotionnelle, son imagination quand elle est exacerbée, ses affects et ses désirs. Alors, il peut être conseillé aux personnes qui sont d'un signe d'eau. Hein, encore une fois, on va retrouver donc les 3 signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Soit de vivre à proximité de l'eau, hein, ça peut être de vivre pas loin de la mer, pas loin d'un lac, d'un cours d'eau, et d'être facilement en contact avec l'élément eau, hein, y compris dans une forme de contemplation. Ça peut être de faire des balades en bord de mer ou au bord d'un lac, parce que c'est quelque chose qui va, comme c'est leur élément naturel, ça peut les apaiser, voilà, ça peut leur apporter une certaine tranquillité. Pour certains, c'est pas systématique, parce que vous pouvez être d'un signe d'eau et ne pas aimer le contact avec l'eau, mais il peut être conseillé d'aller nager ou de plonger, carrément être sous l'eau, de pratiquer des sports d'eau, hein, ça peut être du bateau ou, comme je disais, de la plongée, et donc d'être actif par rapport à l'eau, et de se retrouver d'ailleurs régulièrement dans cet élément-là. Et après, pour d'autres, ça peut être de faire des cures thermales, de tout ce qui est thalassothérapie, balnéothérapie, enfin voilà, l'hydrothérapie, donc de travailler vraiment, de travailler avec l'eau. Et donc voilà, l'eau non seulement nettoie et purifie encore une fois le corps physique, mais elle a cette capacité aussi à calmer le corps émotionnel. Hein. Quand on nage dans la mer, quand on nage dans un lac, alors évidemment, il faut que la température de l'eau soit suffisamment confortable, mais on en sort généralement avec un bien-être, on en sort apaisé, détendu. Et donc voilà, l'eau a cet effet-là. Hein.
Et puis, ben après, vous avez tout le travail aussi de thérapeutique ou vraiment de cultiver son bien-être en travaillant sur les mémoires familiales, sur les mémoires cellulaires, parce qu'il ne faut pas oublier que les cellules sont essentiellement composées d'eau, les cellules du corps, et donc ben là où il y a de l'eau, tous les signes d'eau peuvent, et pour eux, et ensuite s'ils le souhaitent, hein, et pour les autres, quand ils sont dans la branche de la thérapie, avoir des capacités donc particulières à travailler avec, ben voilà, avec encore une fois cet élément, quelle que soit la forme qu'il peut avoir, et la cellule en est une. Après, ça peut être aussi intéressant de travailler en conscience avec l'eau de tous les jours. Hein, si vous prenez l'auteur japonais Masaru Emoto, qui a écrit beaucoup de livres sur l'eau et les propriétés de l'eau, comment l'eau peut être informée par des qualités, par des mots, et voilà, qu'est-ce que ça crée sur l'eau. Ben, ça peut être intéressant effectivement, par exemple, ben, de donner une qualité, hein, ça se faisait, je pense que ça se fait toujours, hein. Vous avez votre carafe, vous avez votre carafe d'eau, hein, c'est une carafe en verre, vous y mettez une qualité, vous écrivez une qualité sur une étiquette que vous collez sur la carafe, et vous imaginez que cette qualité, en fait, vous en informez l'eau, c'est-à-dire que bah, si vous manquez peut-être de joie, bah, vous donnez cette qualité en la notant à la carafe d'eau et donc à l'eau. Et lorsque vous buvez de cette eau, vous imaginez effectivement que cette qualité étant imprégnée dans l'eau, lorsque vous la buvez, bah, elle va en vous, et donc quelque part, elle va vous imprégner. Et donc, voilà, gagner de plus en plus en puissance. Alors, c'est pas magique, il se peut qu'il y ait un autre travail complémentaire à faire à côté, surtout en cas de particulièrement importantes difficultés psychologiques, mais ça peut être, voilà, ça peut être un travail aussi à faire. Même en prenant sa douche, hein, imaginez que non seulement l'eau vous nettoie physiquement, mais qu'elle vous nettoie aussi émotionnellement. Hein, que voilà, il y a une épuration qui se fait à tous les niveaux, sur tous les plans. Il faut tourner sa pensée vers ce travail-là. Et voilà, ça peut être une façon effectivement de travailler avec un émotionnel, encore une fois, qui est parfois un peu chaotique, un peu difficile à gérer. Et puis, comme je le disais aussi dans mes précédents podcasts sur les signes de terre, de feu et d'air, donc chaque signe gagne à travailler les qualités, les spécificités de son signe complémentaire. Pour les signes d'eau, vous avez les 3 signes d'air qui vont être leurs signes complémentaires. Pour le Cancer, c'est le Capricorne. Pour le Scorpion, c'est le Taureau. Et pour le Poisson, c'est la Vierge. Par exemple, le Poisson qui peut avoir une tendance à être très idéaliste, assez rêveur, parfois un peu déconnecté aussi des réalités du quotidien, qui peut être donc très absorbé, comme je le disais tout à l'heure, par les attentes, les besoins d'autrui, avec ce côté un peu sauveur, alors qui peut se manifester envers une personne, mais ça peut être aussi à travers un travail, hein. Les Poissons vont souvent vers des emplois dans lesquels il s'agit d'aider, de sauver des personnes, des situations, voilà. Donc ça peut être, je sais pas, l'infirmière, ça peut être la personne qui va travailler en maison de retraite ou dans les soins palliatifs. Il y a un rapport aussi assez fort avec la mort, hein, dans les signes d'eau, notamment le Poisson. Et donc travailler avec un signe de terre, c'est déjà travailler avec ce qui est solide, ce qui est stable, et ce qui permet aussi d'ancrer, et donc d'avoir une prise de terre qui aide à faire en sorte que l'empathie ne devienne pas trop fusionnelle, trop forte, et qu'effectivement il n'y ait plus de distinction entre mon état émotionnel à moi quand je suis d'un signe d'eau et les émotions d'autrui, d'un contexte dans lequel je me trouve, et faire en sorte effectivement que voilà, chaque chose est remise à sa place, non pas pour devenir indifférent, non pas pour se bloquer, hein, parce que ça c'est le défaut, hein. Dans un premier temps, on a tendance, quand on a beaucoup de signes d'eau, voilà, qu'on a une forte sensibilité émotionnelle, on va chercher plutôt à bloquer, mais plutôt de rendre à César ce qui appartient à César,
de faire la part des choses, de développer le discernement. Ça, c'est une grande qualité d'un signe de terre tel que la Vierge, de savoir faire preuve de discernement. Donc ça m'appartient, mais ça, par contre, ça ne m'appartient pas. Je perçois l'émotion, je perçois la difficulté, je perçois la souffrance. Je peux choisir de faire quelque chose, comme je peux choisir peut-être de ou ne rien faire, ou passer le relais, ou enfin voilà. Mais voilà, je le fais en conscience. Et voilà, la Vierge va apporter ça à un signe tel que le Poisson. Le Taureau va apporter au Scorpion, pareil, une certaine solidité, mais aussi la capacité à voir plus clairement quelle solution pertinente serait à apporter à tel problème, telle situation, voire telle personne, pour être moins en prise avec des émotions qui font que voilà, tout peut être faussé, un peu confus, et en fait il y a projection souvent de sa propre bonne solution. Le Taureau va aider justement à prendre du recul pour dire non, mais ça c'est peut-être moi ce que je voudrais pour l'autre, mais c'est peut-être pas ce que lui, dont lui aurait réellement besoin et ce qui serait le plus adapté pour lui. Donc voilà, il y a toujours cette idée de travailler en complémentarité avec le signe qui se trouve donc en face, c'est-à-dire à 6 mois. C'est comme ça qu'on trouve son signe complémentaire. Vous calculez, vous prenez une année et vous vous dites, voilà, moi si je suis née sur telle période, 6 mois plus tard, mon signe, le signe complémentaire, c'est celui qui va arriver 6 mois après. Et donc, voilà, travailler avec le signe complémentaire, c'est travailler à devenir soi-même plus complet, plus, voilà, à enrichir aussi sa personnalité. Donc, on peut les travailler en les étudiant. On étudie le signe, les qualités du signe inverse. On cherche à les développer. On les travaille consciemment. Comme je disais, par exemple, la Vierge, sa qualité principale, une de ses qualités principales, c'est sa capacité à faire preuve de discernement. Et donc, voilà, on peut se dire, voilà, si moi j'estime manquer un peu parfois de discernement, ou je fonce un peu tête baissée, ou je suis trop empathique, etc. Voilà, comment je peux travailler le discernement. Et puis, c'est aussi de fréquenter des personnes qui sont de ces signes complémentaires, parce qu'elles vont vous montrer dans leur façon d'être, dans leur façon de voir la vie, de se positionner dans les relations, comment elles manifestent leurs propres qualités. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, ou si tout ne vous correspond pas, voilà, il peut y avoir un peu des idées à prendre, on va dire. Voilà. C'est vrai aussi que les signes d'eau sont plus prédisposés à s'entendre avec les signes de terre, parce que ce sont des signes qui travaillent beaucoup le besoin de sécurité. Alors bon, pour les signes de terre, comme je le disais dans mon podcast consacré à cet élément-là, c'est surtout la sécurité matérielle, voilà, la stabilité. Chez les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ça va être la sécurité affective, la stabilité émotionnelle, mais n'empêche que voilà, chez des signes de terre, il y a cette stabilité qui est souvent bien plus présente. Encore une fois, ils sont ancrés bien souvent. Après, ça dépend de la configuration générale de leur thème. Voilà, on n'est pas que Vierge, que Taureau, Capricorne, selon comment les planètes sont positionnées. Mais de manière générale, ils ont une solidité qui fait souvent beaucoup de bien aux signes d'eau. Alors que si vous prenez eau et feu par exemple, alors ça peut très bien marcher, c'est pas un souci si vous êtes en couple, voilà, avec que vous êtes un signe d'eau avec un signe de feu ou le contraire. Simplement, il peut y avoir des fois des mésententes ou des difficultés de compréhension, dans le sens où le feu, c'est intense, c'est pétillant, mais c'est vraiment c'est une force, on va dire une force un peu brute. Ça peut avoir tendance pour un signe d'eau à être trop impatient, à trop bousculer, à être un peu rentre dedans, à pas toujours mettre bien les formes, voilà. Et donc ça, c'est pas toujours évident pour les signes d'eau. Et soi-même, quand on a de l'eau et du feu comme éléments principaux dans sa carte du ciel, dans son thème de naissance,
ben, ça peut donner un mélange qui parfois est pas toujours évident à gérer. Ça accentue le côté dramatisation éventuellement, hein, puisque voilà, le feu va apporter une intensité au plan des émotions qui fait que on va avoir l'impression que ce sont des signes d'eau qui ne peuvent pas vivre leur vie sans que ben voilà, ce soit émotionnellement intense au point parfois que ce soit voilà, c'est même pour eux comme pour les autres aussi parfois trop fort, trop difficile à gérer. Et si vous prenez l'eau et l'air, parfois, voilà, on a l'impression que ce sont deux éléments pas incompatibles, mais pour lesquels l'accroche est un petit peu plus difficile. Autant le signe, les signes d'eau sont très dans les nuances et la subtilité de la perception de l'état émotionnel et psychologique d'une personne, autant les signes d'air sont beaucoup plus, comme je le disais dans mon podcast sur les signes d'air, changeants. Et pour eux, les émotions, bah oui, il y a des émotions, bah oui, ça peut être intéressant, mais est-ce que ça vaut la peine vraiment de s'en préoccuper plus que ça? Ben, pas franchement. Et donc, c'est comme s'ils parlaient un peu deux langues différentes et qu'ils avaient du mal à se comprendre. Et donc, quand on a soi-même de l'eau et de l'air comme éléments principaux dans son thème de naissance, on peut avoir l'impression de passer constamment, enfin très facilement, d'une émotion à une autre, que le moindre événement, le moindre souffle, la moindre situation perturbatrice va venir activer aussi une émotion particulière, et que ben voilà, l'instabilité peut être accrue. Je disais avec les signes de feu, le mélange eau-feu, ça peut accroître l'intensité émotionnelle. Le mélange eau-air peut accroître le changement, l'instabilité sur le plan des émotions. Bon, voilà. Après, encore une fois, parce que la grande qualité, la grande spécificité des signes d'eau, c'est de faire travailler l'émotionnel, ils peuvent, à force de travailler dessus et d'arriver à se libérer comme ça des bagages lourds, des émotions, des désirs inférieurs, de tout ce qui peut être un peu plombant, des pulsions, parce que dans les affects, on avait aussi le fait que les signes d'eau peuvent se mélanger avec, au niveau physique, les pulsions par exemple sexuelles, ou les pulsions aussi du corps physique, hein. Ça peut être la nourriture, ça peut être autre chose, hein. Et faire qu'à un moment donné, ça peut sembler quelque chose qui n'est pas totalement sous contrôle. Mais voilà, si il y a le fait de travailler dessus, d'épurer, de nettoyer, et pareil d'ailleurs aussi, encore une fois avec les autres spécificités du corps émotionnel, on peut avoir une personne qui va avoir un champ, un domaine, un corps émotionnel qui peut être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas ressentir des fois des émotions négatives, mais c'est qu'elle pourrait être capable, un peu comme les signes d'air dans leur grande qualité, d'avoir un peu un regard détaché, c'est-à-dire elle va se dire oui, là en ce moment je me sens triste pour telle ou telle raison, mais c'est pas quelque chose qui va la parasiter et la plomber au point que elle va elle peut perdre un peu de joie de vivre, un peu d'espoir, etc. Elle va se rendre compte que voilà, c'est son état émotionnel actuel, ça va pas durer. Et puis sa tristesse, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un message, ça lui parle de quelque chose, donc elle va peut-être comprendre de quoi il s'agit et pouvoir travailler de manière plus juste et adaptée pour dénouer un petit peu la raison de cette émotion. Donc ça demande un travail, une approche psychologique, ça demande une approche de sens, de compréhension, une approche éclairée. Alors après, il faut pas s'y noyer non plus, hein. Le piège après d'un émotionnel un peu chaotique ou sur lequel on voudrait travailler pour l'épurer au maximum, c'est qu'en fait, on va lui donner tellement d'importance que même si on croit que on peut
on peut continuer à le travailler. En fait, on est focalisé que là-dessus et donc en fait, il ne fait que grossir. Donc à un moment donné, c'est de dire bon ben voilà, c'est encore une fois, hein, je peux avoir des émotions négatives. De temps en temps, je peux partir un peu dans une dramatisation. Je peux avoir des peurs sur l'avenir. Je peux voilà, ne pas penser clairement, être un peu confus par rapport à une situation. Mais ok, bon ben voilà, je me laisse le temps pour que ça devienne un petit peu plus clair. Et, et puis, ben, être dans l'action pour pouvoir aussi avancer. Mais voilà, donc l'émotionnel, c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus en fait que ça prenne toute la place, sinon, sinon après ça devient trop puissant au niveau de la conscience et ça parasite. Voilà, donc j'ai terminé avec la présentation des signes, des éléments en astrologie. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo, hein, pour votre écoute. Ce n'est pas la seule vidéo que je propose, et donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'astrologie, en tout cas telle que moi je la pratique, je vous invite à aller consulter mes autres vidéos. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.